Alors bonjour à tous et, et bienvenue dans ce webinaire sur cette question sur laquelle je travaille depuis quelques semaines en pensant bien à vous, qui est effectivement est-ce qu'on peut innover dans les temps qu'on a en ce moment? Est-ce qu'on peut innover contre son gré? Est-ce qu'on peut se retrouver dans des situations où on n'a pas tellement envie mais on n'a pas le choix? Et qu'est-ce qu'on peut tirer d'une réflexion sur l'innovation dans ces temps particuliers? Donc, comme l'a dit Maëlys, il y aura deux parties. Il y a une partie où j'ai eu envie de faire un petit peu une sorte de débordement à l'américaine, entre guillemets, où on essaye de prendre 4 ou 5 points clés, où j'essaye de vous donner des trucs et astuces en quelque sorte, sachant que ça fait presque 30 ans que je fais ce métier et que donc mon expérience est effectivement une expérience assez globale, assez générale et donc j'ai vu beaucoup de choses. Donc je vous rapporterai des choses que j'ai vues. Donc des postures, une question de quelle est la bonne posture pour parvenir à innover avec difficulté, sachant qu'il y a une autre question qui soulève, c'est la question des équipes. C'est-à-dire, en fait, le titre aurait pu être aussi faire innover contre son gré. La question, c'est aussi une question de dirigeant, c'est une question de direction d'équipe, c'est une question de leadership et se dire alors, on est dans un environnement un petit peu compliqué. Comment faire en sorte que ces équipes innovent, d'autant qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé de le faire. Donc ça, c'est un peu la sous-question que je poserai, mais globalement, cette intervention de ce matin, elle est cadrée pour plutôt pour un public de cadres et de dirigeants qui ont des problématiques d'équipe et qui ont des problématiques de vision. Mais donc, leur question, c'est pas seulement est-ce que je parviens à innover contre mon gré, mais est-ce que je parviens à faire innover mes équipes malgré l'environnement. Je vais commencer par une petite présentation de ce que je fais pour qu'on se connaisse un peu mieux, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et on va regarder ceci. Donc, je pense que la façon la plus rapide de me présenter, c'est effectivement le travail d'écriture que je fais depuis très longtemps maintenant, puisque les clés pour innover, je l'ai écrit il y a 20 ans. Mais vous voyez que ma question est une question obsessionnelle. C'est effectivement cette question du comment on peut essayer d'avoir une approche que j'essaye de vous donner aujourd'hui, qui est une approche qui n'est ni universitaire, inutilisable, c'est-à-dire trop précise, scientifique, mais tellement scientifique qu'on comprend rien, ni complètement vulgarisante, qui fait qu'on arrive à des articles généralistes où on prend un air très concentré pour enfoncer des portes ouvertes. J'essaie de me situer dans un intermédiaire et le travail qu'on va essayer de faire pendant les 45 minutes qui viennent, c'est d'essayer de donner à penser. Et sachant que je pense souvent à une citation que reprend mon ami Régis Debray, qui est une citation de Paul Valéry qui dit « Ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est inutilisable ». Donc on va essayer d'éviter et l'un et l'autre. Un petit peu une page de publicité, en quelque sorte, quelques slides que vous allez me pardonner, mais donc ma société s'appelle PH8 et sa baseline, en quelque sorte, c'est prenons l'innovation au sérieux. Et pour faire vite, en fait, ça fait quand même des années que je trouve qu'on prend l'innovation pas très au sérieux à travers des cirques divers et variés, en particulier le cirque des startups. Moi, j'adore les startups, mais je trouve que le cirque qu'on a mis autour est pas très intéressant. C'est pas ça la vraie question. Et puis le post-it idée, foire aux idées. Je pense qu'on peut faire mieux en matière d'innovation. C'est ce que j'ai tenté de faire avec ma société, donc qui s'appelle PH8, que j'ai lancé il y a une quinzaine d'années, qui est très américano-centré, qui vient beaucoup de Stanford, avec tout le plaisir que j'ai eu de rencontrer là-bas le design thinking. Donc là, vous voyez un petit peu là. En tous les cas, c'est mes origines en quelque sorte. Et puis on va naviguer entre deux situations. La première qui est trop compliquée. Donc là, je vous donne par exemple un article de 2017, qui est un très bon article par ailleurs. Donc qui parle d'ambidextrie, c'est-à-dire de capacité à gérer à la fois l'exploitation et l'exploration. Et donc c'est un article très compliqué sur un sujet qui n'est pas du tout compliqué, qui est un sujet sur lequel je vais revenir régulièrement pendant cette présentation, qui est qu'en fait, la difficulté pour bien innover, c'est de réussir à séquencer les moments où on exploite et les moments où on explore. Or, dans des situations d'innovation difficiles comme celles qu'on a aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il faut continuer à exploiter difficilement, mais surtout, il faut réclamer auprès de ses équipes une sorte de nouvelle attitude, de nouveaux comportements
pour lesquels ils sont souvent pas très préparés, qui est d'avoir une partie de son activité qui est une activité exploratoire où on va donc tenter des hypothèses et puis petit à petit imaginer la capacité qu'on peut avoir à innover. Voilà. Et puis de l'autre côté, donc l'innovation pour les experts, il y a l'innovation pour les nuls. Donc j'ai écrit avec mon bon camarade Jérôme Lafont. Et donc cet ouvrage, voilà, on a écrit 400 pages de vulgarisation où on a essayé de donner à tout le monde la possibilité d'innover. Sachant pour terminer sur ce point que l'innover autrement de PH8 en particulier, mais aussi de la société de Jérôme Lafont qui s'appelle Inouï, c'est quand même, elle tourne autour du fait que on interroge la question des idées. C'est-à-dire, et là on le voit bien avec cette slide, et si on arrêtait d'avoir des idées pour mieux innover, voilà une conférence que j'ai donnée il y a quelque temps chez un de nos clients, mais c'est quand même ça la clé. La clé, c'est qu'il faut passer des idées aux hypothèses. Et la question, est-ce que on est capable, même avec des équipes récalcitrantes, de leur demander des hypothèses? Bah, c'est vrai qu'en environnement très compliqué, les hypothèses, brusquement, même les plus farfelues, redeviennent possibles. On reviendra sur ce point. Donc voilà, ça c'était une petite introduction sur qui je suis, ce que je fais. Et là maintenant, on va passer à cette question qui est les 5 ou 6 approches, postures qui permettent d'innover alors qu'on est menacé. Voilà une représentation de ce qui peut arriver de pire. Donc, vous vous imaginez, vous êtes la petite abeille et puis là, il y a un frelon qui vous attrape par derrière. Est-ce qu'on peut être innovant à ce moment-là? Bah, c'est bien compliqué. Et c'est vrai que intuitivement, on aurait tendance à penser que la réponse à la question, c'est bah non, c'est pas là qu'on va se mettre à innover. Bah, on va voir. En tous les cas, c'est la question que je vais adresser aujourd'hui. J'avais envie de vous donner cette petite image en disant cette petite image naturelle, d'histoire naturelle, où on voit la pauvre petite abeille attrapée par le méchant frelon. J'ajoute que, comme vous le savez, le méchant frelon est devenu asiatique ces dernières années. Et donc, comme pour le coronavirus, on a des détraquements, entre guillemets, avec des situations qui se modifient et qui doivent entraîner des modifications de nos comportements. La partie librairie. Donc, la grande librairie aujourd'hui vous présente un livre qui est sorti il y a 2 mois, je crois, qui s'appelle The Innovation Ultimatum. Donc, c'est bien de ça qu'il s'agit, fait par Steve Brown, que je vous recommande, qui est un des anciens patrons de la prospective de Intel. C'est un bouquin remarquable, mais surtout, il pose ma question d'aujourd'hui, c'est la question de l'ultimatum. Alors, mes postures tempête, il y en a 4. Il va y avoir ne pas paniquer, ne pas attendre, chercher de l'aide et s'investir. Et puis, on aura une deuxième partie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaillera sur des incontournables qui s'appellera P3, mais ça, c'est la partie suivante. Donc, ne pas paniquer. Alors, sur la question de la panique est intéressante parce qu'elle est contagieuse, la panique, exactement comme le coronavirus. Et c'est très intéressant de voir qu'on a eu une crise de communication, entre guillemets, autant qu'une crise sanitaire. Et donc, la question, c'est effectivement comment ne pas paniquer et comment faire que vos équipes ne paniquent pas, alors même qu'on est en situation où on va avoir des systèmes de communication dégradés, en quelque sorte. Donc, vous voyez ce charmant jeune homme, là, qui utilise ce qu'on appelle un full helmet, un casque total, en quelque sorte, qui est de plus en plus utilisé par l'armée, en particulier pour les forces spéciales. Sa particularité, c'est qu'effectivement, le non-verbal est limité, est très limité. Et on le voit aujourd'hui, là. J'ai eu l'immense peine d'aller à un marché que j'adore à côté de chez moi, où d'habitude ça chante, ça parle fort. Et puis là, on avait des masques et des flèches. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut se dire que l'environnement dégradé et le fait qu'on ne puisse pas communiquer a tendance à accentuer la situation et à rendre encore plus difficile le fait d'éviter de paniquer. D'autant que donc c'est la première posture que je vous invite à adopter. La question se pose en particulier sur la question de la préparation, ce qu'on va dire entre guillemets à ces équipes. Donc vous avez ici une magnifique représentation de l'interprétation du mot probablement. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de l'étude, mais ce qui est passionnant, c'est de se dire qu'il y a des gens, vous voyez, il y en a, hein, il y a des gens sur la droite pour qui probablement c'est 90%, mais il y en a d'autres pour qui c'est 30.
Donc, vous allez probablement mourir du coronavirus. C'est intéressant comme phrase. C'est peut-être pas une phrase à dire. Comment on va être capable de sélectionner ces éléments de langage pour utiliser un vocabulaire de spécialiste? Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire comment votre entreprise va tomber d'accord sur ce qu'on dit et quelle est la narration à un moment donné, quelle est la narration qu'on va choisir du moment qu'on vit. Là-dessus, il y a la question de la solidarité. Alors là, je vais vous raconter une histoire pour vous reprendre un petit peu en main. Donc là, c'est une histoire qui se passe sur un catamaran. Et le skipper est un monsieur à moustache assez désagréable, normand, si mes souvenirs sont bons. Et puis, la première journée se passe assez mal. Il est vraiment super désagréable. Et puis, petit à petit, je discute un peu avec lui. Puis le deuxième, le troisième jour, il devient beaucoup plus sympathique. Alors, je vais le voir. Et puis, je lui dis, mais le premier jour, quand même, il me dit, ah oui, bah, je fais toujours comme ça. Il me dit, j'appelle ça l'intégration négative. Donc, sur son gros catamaran, il peut y avoir 3 ou 4 familles, il peut y avoir 10 ou 15 personnes. Il me dit, le premier jour, je suis archi désagréable. Je gueule sur tout le monde, je fais des réflexions, je suis hyper froid. Et là, il se passe une petite chose merveilleuse, c'est qu'ils se mettent tous au fond du carré et ils disent, on est tombé sur un fou. On est tombé sur un skipper malade mental. Qu'allons-nous faire? Eh ben, ça solidarise. Donc, effectivement, la question de la solidarité, je pense que la première posture sur ne pas paniquer, c'est d'être capable de retrouver cette solidarité-là des petites familles terrorisées au fond du carré de ce bateau. Solidariser et les ébranler. L'autre chose, c'est la question de la resynchronisation. Donc là, c'est un peu plus psy, mais c'est très important de comprendre que tous ces systèmes de crise désynchronisent en fait les personnes les unes par rapport aux autres. Le fait qu'on travaille à distance, mais aussi le fait que certaines personnes soient touchées de très près ou moins. Je vais dédier cette petite présentation d'ailleurs à mon père, Daniel Duy, qui est mort du coronavirus pendant cette séquence. Donc il y a des histoires qui sont plus personnelles que d'autres. Et il y a des distances qui sont diverses et variées. Donc il faut resynchroniser tout ça pour pouvoir retrouver le calme des vieilles troupes. Là, à nouveau, une anecdote, c'est Guillaume Pépi qui nous racontait qu'au moment d'une des énièmes grèves de la SNCF, et à qui on disait, mais comment vous faites? Comment vous faites pour arriver à tenir? Et il disait, ah, il faut retrouver le calme des vieilles troupes. Donc, je vous la confie, celle-là, retrouver le calme des vieilles troupes. Pour terminer sur la panique, la question ici, c'est d'être capable de poser des cartes, comme vous les voyez ici, qui sont des cartes sur lesquelles on va être capable de dire, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, et essayer de le faire relativement clairement, chose qui a toujours été très difficile à faire pendant la période de crise qu'on a en ce moment. Donc ici, vous avez une carte qui est tirée des aventures du capitaine Hatteras de Jules Verne, un des meilleurs romans de Jules Verne, selon moi. Et sa particularité, c'est que c'est une vraie carte. C'est la vraie carte de 1860. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand on arrive au nord, il y a écrit, vous le voyez, mer ou terre inconnue. Et on écrit sur une carte mer ou terre inconnue. Donc pour pas paniquer, il faut faire quelque chose comme ça. Et là, la petite particularité, c'est que sur le pôle Nord, on voit une île, parce que dans l'histoire, on imagine que le pôle Nord est une île. Évidemment, par la suite, on s'apercevra que non. Donc, sang-froid, empathie, feedback, empathie, compréhension de chaque situation, feedback, et puis des langages qui ne sont pas des langages improvisés. On verra après que je vous inviterai à improviser, mais pas là. Ne pas attendre. Ne pas attendre. Donc là, vous avez une photo qui est tirée d'une personne de ma famille, que je ne nommerai pas, mais qui se reconnaîtra probablement. Et donc, c'est un tri assez brutal, puisqu'il y a document d'un côté et bordel de l'autre, mais je pense que c'est ce qu'il faut savoir faire. Comme en médecine de guerre, la question, c'est effectivement de trier. Et puis, il faut être capable d'accélérer, de poser, de ne pas attendre. Donc, pas attendre, c'est aussi être capable de dire il y a des temps. Je pense que pour certains d'entre vous, vous connaissez ces systèmes d'horizon, horizon 1, horizon 2, horizon 3. Et donc, ces horizons en question, ils permettent d'établir en fait des temps pour l'entreprise. Là, on va passer très rapidement là-dessus, mais normalement, le premier temps, effectivement, c'est le core business, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment on fournit les clients. Le deuxième, c'est la croissance du business, comment on va l'améliorer. Puis le troisième, c'est vraiment le futur. Et on est capable normalement de trier plus ou moins ça. Mais là, il va falloir trouver des explorateurs amateurs qui sont capables d'aller en H3 alors qu'ils n'ont pas d'habitude. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des pilotes d'essai.
Il faut demander à des pilotes de devenir des pilotes d'essai. C'est assez compliqué pour trouver un temps où on va arriver à un temps qu'on pourra appeler le temps qui est ni H1, l'horizon 1, l'horizon 2, l'horizon 3, mais plutôt un horizon qui est à 0,5, c'est-à-dire un horizon immédiat avec des collaborations qu'on peut appeler radicales, et où là, on ne peut pas tergiverser, il faut y aller. Donc c'est immédiat, il y a des décisions immédiates, etc. Donc ne pas paniquer, ne pas attendre, et chercher de l'aide. Alors chercher de l'aide, là vous pouvez aller sur le site, là, ça c'est un site qui vous donne en temps réel des big data, et vous voyez les sources en bas de la page. Il y a 7 ou 8 sources qui sont en temps réel. Et ce qui est extraordinaire là, c'est que c'est pas France Info qui vous donne des informations, c'est une sorte de réalité scientifique auquel on a accès. Donc effectivement, pour chercher de l'aide, la première chose, c'est chercher de l'aide en cherchant de l'info. Et de l'info, on en a de plus en plus, donc faites votre boulot. L'autre manière, c'est aussi de se mettre en situation de co-création. Donc c'est avec qui je pourrais imaginer faire de la création. Ce co entre guillemets avec un tiret, c'est la deuxième approche qui me paraît utilisable. Et donc là, je vais vous donner un conseil pratique. Ça va faire plaisir à Marie-Line. Parce que donc la question, c'est effectivement de faire non pas un brainstorming, mais un qui est storming. Donc c'est un petit truc que j'ai inventé. Mais le qui est storming, c'est de dire par rapport à la situation qu'on a maintenant, de qui on a besoin. Alors sur la problématique qu'on rencontre, sur le fait par exemple que notre hôtel va être fermé pendant les plusieurs mois, qui est-ce qui peut nous aider? Et là, on réfléchit non pas en réponse, on réfléchit en disant, moi je connais quelqu'un, par exemple quelqu'un qui s'appelle Jean-Christophe Schwatt, dont la spécialité et la boîte, c'est de s'occuper d'établissements vacants. Et donc il faut aller voir Jean-Christophe. Et chacun dit non pas des réponses, mais des noms. C'est ce que j'entends par se faire aider. Sachant que je vous rappelle qu'en termes de posture de leadership, c'est absolument clé, et c'est formidable. De repenser à De Gaulle en particulier, au général De Gaulle, quand après le putsch des généraux, il prend la parole et donc il passe à la télé et il dit « Françaises, Français, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». Donc c'est De Gaulle qui dit « aidez-moi ». Donc je pense qu'on est dans des temps où si vous ne dites pas « aidez-moi », ça veut dire que vous n'êtes pas proche de vos équipes. Le quatrième point, avant qu'on passe aux questions, c'est la question de l'investissement. Donc s'investir, là, ça rigole pas. Là, ça rigole pas, c'est-à-dire que là, vous vous en sortirez pas en ayant un petit leadership superficiel parce que il y a du gros temps. Donc voilà un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Master and Commander, dans lequel il y a Jack Aubrey qui est le commandant d'un navire anglais au moment des guerres napoléoniennes. Ça se passe en 1805. Et donc Jack Aubrey, c'est l'homme providentiel magnifique, le Russell Crowe. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pouvez être vaguement crédible en homme providentiel? Et même si vous l'êtes pas tellement, vous dire bah là c'est pas moi qui ai choisi, quoi. Mais il faut s'y mettre. Et donc à un moment donné, par rapport à vos équipes, vous devez vous investir comme l'homme providentiel en disant on a beaucoup de chance d'être tombé sur Pierre plutôt que sur Paul, parce que Pierre, eh ben, il va s'en sortir. Peut-être parce qu'il a de la chance aussi. Voilà, j'ai une citation où on dit Captain Jack is not called Lucky Jack for no reason. Le capitaine Jack ne s'appelle pas Jacques le chanceux par hasard. Donc il y a quelque chose de comme ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'autoriser psychologiquement, ce qui n'est pas si évident que ça, pour pouvoir recadrer des formes d'impossible. Donc en matière d'innovation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Vous vous souvenez de cette citation de Mark Twain. La question, c'est effectivement, il y a des systèmes qui sont des systèmes d'impossibilité jusqu'au moment où on les définit autrement. Donc là, j'ai un peu un exemple qui est une blague, mais que j'aime bien. C'est à Tulsa, aux États-Unis. Et puis, c'est l'idée à un moment donné de se dire, pendant des années, ils ont vu passer le dealer de drogue avec sa grosse escalade, qui est une des plus belles bagnoles qui donne envie à tous les Américains, qui est vraiment une voiture très valorisante, etc. Et ben non seulement on va leur confisquer, mais on va la donner à la police de Tulsa, puis on va l'écrire dessus. Voilà. Ça a été une voiture de dealer de drogue, maintenant c'est la nôtre et on l'écrit en gros. Ça fait partie des petits miracles, entre guillemets, ou des petites impossibilités qui sont bien sympathiques et qui sont possibles dans les temps dans lesquels on vit. Donc, juste avant qu'on pose les questions, moi j'en ai une pour vous. Donc, elle est très simple, c'est qu'est-ce que c'est que cette photo? Et là, j'en profite pour boire un verre.
Bon, je pense qu'il y Je en a n'ai certains pas qui ont de trouvé. Je pense qu'il y en a certains qui ont trouvé. Euh, Oui, ouais, ouais, absolument. c'est euh, c'est la patinoire olympique de Madrid qui a été réquisitionnée pour stocker des corps de personnes décédées du coronavirus, puisque entre le 26 mars et le 27 mars, Madrid a compté 769 morts. Il n'y avait plus aucune place dans le funérarium. Il n'y avait plus tous les fours de crémation étaient 24-24. Et à un moment donné, il y a un type qui a bougé les lignes de l'impossible en disant ici, on allait au Palacio de Hielo, au Palais des Glaces, et qu'on réquisitionnait en gros la patinoire olympique. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous, en tête, vous avez cette idée qu'avec vos équipes, vous devez réquisitionner des patinoires olympiques? C'est ça la question compliquée. Bon, ensuite, il y a la question des tuteurs de votre statut. Est-ce que vous allez pouvoir reconstruire un peu les gens? Je vais vous montrer un bol japonais et avec un art qui est particulier qui s'appelle le kintsugi, qui consiste à réparer des faïences magnifiques avec des sutures qui sont en or et en faire des objets encore plus beaux. Bah, c'est un petit peu ce qu'on attend de vous quand même, hein, en termes de leadership. Et puis juste avant de passer aux questions, je voudrais m'arrêter une seconde sur Dyson, James Dyson, que vous connaissez tous pour ses aspirateurs, Sir James Dyson d'ailleurs maintenant il s'appelle. Et puis donc la Dyson N526 dont vous avez entendu parler ou pas, qui était donc son projet automobile pour lequel il a dépensé 500 millions de livres, c'est-à-dire 600 millions d'euros, et qu'il a décidé, ce programme a été arrêté. Et donc j'ai trouvé très intéressant la posture de James Dyson qui était capable d'arrêter un programme aussi lourd en ayant le leadership qui permettait de dire aux 600 salariés quand même qui travaillaient dessus, bah on va faire autre chose. Et puis c'est pas grave. Et puis on a appris plein de choses, des choses de ce genre-là. Donc leadership, vision, alignement. Et je te passe la parole, Maëlys, pour les questions. Oui, merci Pierre. J'ai deux questions pour cette séquence. La première, tu l'as évoqué rapidement, tu as parlé de télétravail. La question porte sur, on dit que le travail va devenir la nouvelle norme. Peut-on bien innover dans ces conditions? Ok. Alors, est-ce qu'on peut bien innover quand on est en télétravail? A priori, j'aurais été beaucoup plus dubitatif avant la séquence du coronavirus. Je suis assez frappé je trouve que ça se passe pas si mal, d'après ce que je vois autour de moi. Tout le monde fait contre mauvaise fortune bon cœur. J'ai l'impression que tout le monde est plus engagé. Ça crée une situation dégradée. Et bizarrement, comme la situation est dégradée, bah, tout le monde est vachement concentré. C'est simplement une réflexion que je me fais par rapport à mon activité professionnelle. J'ai l'impression que même en absence de face à face, chacun fait de son mieux et on arrive à paradoxalement avoir des gens peut-être un peu plus concentrés. Donc disons, je suis étonnamment surpris et je pense qu'effectivement, on peut bien innover, surtout si les personnes qui sont aux commandes envisagent des possibilités d'exploration et des possibilités d'innovation, c'est-à-dire ouvertement demande de l'aide. Alors demander de l'aide, ça veut dire sur ce sujet-là, j'ai une décision à prendre, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on doit fermer l'usine de machin, hein? Maïlis plus Coraline plus Paul et Jacques, tous les quatre, j'ai pensé à vous. Faites 2-3 réunions, donnez-moi votre avis. Par exemple, ça, c'est du télétravail et ça, c'est l'innovation et le début d'innovation peut être très très bien et très bien fonctionner par rapport à ça. Donc j'ai l'impression c'est pour le moment, c'est pas mal. Pierre, je l'ai perdu. J'ai une question. En fait, j'en ai qui arrivent là au fur et à mesure. Ouais. Prends le temps de les Attends. lire tranquillement. Hein. Non, non, mais il y en a une sur je la retrouve plus, mais elle est sur le leadership au féminin. Est-ce que tu as des exemples de leadership au féminin en temps de crise? Oui, plein. Hein. J'allais dire le Captain Aubrey. C'est dommage que j'ai mis Captain Aubrey parce que évidemment naturellement c'est mon côté mal de 55 ans catholique, donc forcément je suis dans une sorte de j'ai été écrabouillé par des situations où c'est forcément un homme le capitaine. Mais en même temps j'ai vécu des passages qu'on est en train de vivre où il y a je sais pas des gardes républicains qui sont devenus des gardes républicaines
et ça se passe très bien. Et en particulier en matière de leadership, et en particulier en termes de leadership de crise, une femme, c'est Noël. Pour moi, c'est la meilleure situation que vous pouvez avoir. D'ailleurs, assez fréquemment, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais la main est reprise quand il y a une faillite de la personne qui est aux commandes et que c'est un homme. Elle est très souvent reprise par la femme qui est capable de travailler sur l'intelligence collective, qui immédiatement prend la main. Merci Pierre. J'ai une question sur la contrainte. C'est la contrainte qui nous impose l'innovation. Les crises ne sont-elles pas un accélérateur du progrès? La réponse est oui. Oui, mais j'ai même pas. Oui, et je vais y revenir juste après. Voilà. Mais bien sûr que j'allais dire, il faudrait presque la désirer quand on l'a pas, voire créer des situations de crise pour pouvoir débloquer des situations trop fatigantes en quelque sorte. C'est vrai aussi que oui, la crise crée l'opportunité, ça c'est vraiment une porte ouverte, mais c'est une porte ouverte réelle. Et il y a des cultures qui sont diverses et variées par rapport à ça, et notamment celle que je connais bien, qui est la culture américaine, et ça lui permet, c'est par ça que je conclurai d'ailleurs, ça lui permet de passer à l'action de façon extraordinaire. Donc ça lui permet, la crise permet de passer à l'action, et ça, cette impulsion-là, je pense que c'est un des éléments clés de compréhension. Ok. Alors, une question qui s'éloigne un petit peu de la posture, mais qui dit l'innovation de ces derniers mois était avant tout une innovation de réaction tactique. Est-ce qu'il y a des tendances de fond qui émergent de cette crise? Ouais, l'innovation-réaction, ça existe, évidemment que ça existe, l'innovation-réaction, et c'est vachement bien. Le dernier exemple qu'on a vu, mais d'ailleurs j'ai une slide que je vais pouvoir montrer là-dessus qui est super. Le dernier exemple qu'on a eu, c'était la modification du système de… Attends, je vais te montrer. Tac. Voilà. Donc, le paiement sans contact qui est passé à 50 € par exemple, ça c'est vraiment une réaction. En fait, le plafond des postes de paiement sans contact a été relevé, et donc effectivement ça marche et c'est bien. Mais effectivement, est-ce qu'il n'y a que des innovations en réaction, ou est-ce qu'on est capable de faire autre chose? Moi, j'ai l'impression qu'on est capable de faire autre chose. Donc, cette autre chose, pour moi, c'est pouvoir apprendre à mieux apprivoiser des incertitudes, c'est-à-dire se mettre en situation de prendre des décisions alors qu'on n'a pas tous les éléments en main, et être capable d'apprendre à faire ça, je crois que c'est assez intéressant. Et donc, de créer des scénarios, donc apprivoiser l'incertitude, et peut-être apprendre à créer des seuils de déclenchement. Donc ça, c'est un peu technique, mais j'y crois beaucoup. Et de se dire, on imagine par exemple que si on passe en dessous de 50% de notre chiffre d'affaires à la fin septembre, eh ben, on ferme telle usine. Par exemple, ce genre de décision, elles peuvent être prises à cause de la crise, et elles peuvent être anticipées, et elles peuvent être imaginées en temps de paix. Donc là, moi j'aime bien l'idée qu'on puisse se décider en temps de paix pour des situations qui risquent d'être beaucoup plus violentes après. Donc oui, il y a une partie réaction, mais pas que. Ok. J'ai une demande d'exemples concrets. En fait, on dit, c'est assez théorique là pour le moment, très intéressant. Est-ce que tu aurais des exemples concrets sur ce que tu viens de présenter, notamment en termes d'innovation et de posture? L'exemple concret, le plus précis, c'est celui sur lequel je vais tirer un petit peu, c'est celui qui est quand même super important, c'est celui qui consiste à dire, en matière d'histoire de l'innovation, James Dyson, c'est une sorte de dieu vivant, peut-être encore plus que Bill Gates ou que Steve Jobs. Donc là, je pense que l'exemple de je suis capable d'aborder une crise et de l'assumer à travers la fin d'un programme où il dépense 500 millions de livres, pour moi, ça, c'est un exemple qui est très concret et très précis. Mais je vais en avoir d'autres dans la deuxième partie, des exemples plus concrets. Alors, en fait, j'ai de nombreuses questions encore. Ce que je te propose, c'est je les lis et les trie, et je les reprendrai éventuellement dans la deuxième partie. Et j'avance un peu. D'accord, ça marche, parce que sinon on va sortir. Ok, donc je fais mes
mes 3 incontournables, entre guillemets. Donc, sur mes 3 incontournables en termes d'innovation, quand on est obligé d'innover contre son gré, qu'est-ce qui peut permettre de passer la vague et la complexité? Il y a 3 choses, le passé, les people, les personnes et les process. Et là, je vais passer sur chacun rapidement, comme ça on aura de la place pour les questions. Le passé, on revient à Dyson, tiens, justement, le passé, connaître le passé et comment a fonctionné le passé, ça permet de détecter des patterns, de détecter des structures, de se retrouver face à des situations avec une sorte de déjà-vu et d'être capable de les utiliser. Donc oui, il faut se souvenir du passé. Donc, et pas se souvenir seulement des inventions ou d'une invention ou d'une innovation par rapport à une autre, mais d'être capable d'envisager les liens et surtout les systèmes d'enchaînement qui ont été faits les uns après les autres. Pierre, je t'interromps 2 minutes. Tu ne nous as pas remis les slides. Merci à Florian qui me l'a précisé. Ah, excuse-moi. Donc là, elles sont là. Elles sont revenues là? Oui. Ah, excusez-moi. Dyson, des inventions, mais pas des inventions tout court, des inventions connectées. Donc la question de la connexion de ce qui s'est passé, c'est super important. Donc je vous la montre là avec les pères de l'aviation. Ça fera plaisir à Philippe Jarry, à qui aussi je fais un petit clin d'œil surtout ces temps-ci. Vous voyez le père Wright, il est là, et donc quand on vous parle de la création, quand on vous parle des premiers vols des frères Wright, vous voyez, c'est à droite, mais en fait, la réalité, c'est une connexion entre tout un tas d'histoires diverses et variées, des niveaux de connaissances, etc. Donc, c'est pas des idées, l'innovation, hein, c'est pas des idées, c'est un système de connexion entre des gens qui ont des idées, qui ont des hypothèses, qui tentent des choses. Et pour ça, d'être capable de prendre du recul, c'est ce que je vous conseillerais, de prendre du recul avec vos équipes en disant mais comment ça s'articule, faire des timelines comme celle que là j'ai fait pour l'histoire de Tesla. C'est super important. C'est super important parce que en fait, pour bien innover, il faut avoir reçu une transmission en fait. Et pour bien passer, être résilient, il faut connaître l'histoire de son entreprise et il faut connaître l'histoire aussi de son environnement. C'est ce sur quoi je travaille depuis des années avec Régis Debray, à travers une discipline qu'il a créée qui s'appelle la médiologie, où on travaille sur l'effet de transmission. Donc notre revue s'appelle Medium et son sous-titre c'est Transmettre pour innover, qui est un petit paradoxe, mais qui est un paradoxe qui fonctionne. Donc la question avec vos équipes en environnement lourd, c'est qu'on est capable de se repérer quand même. Vous êtes ici, c'est très clair. Et si vous êtes ici, alors à ce moment-là, si on sait où on est, à ce moment-là, on peut se mettre en disposition d'innover malgré tout. Et pour faire ça, il faut être capable de retranscrire, reprendre les datas, réarticuler les connaissances, restructurer les connaissances, et ça, c'est clé. Et je voudrais revenir à Dyson, parce que Dyson, on peut se dire, bon, voilà, c'est un échec, alors il a dépensé 500 millions, il a dépensé 500 millions de livres pour rien. Ça serait allé un peu vite, parce que en 2015, il y a 5 ans, Dyson a racheté Sakti 3. Et Sakti 3, vous voyez la fondatrice, qui est une femme formidable, qui vous voyez Obama là, qui tient une sorte de petite pile un peu particulière, et qui est une solid state battery. Solid state battery, ça veut dire une batterie solide, qui est vraiment un nouveau type de batterie qui sera 2 fois plus petit et 3 fois plus puissant, qui est très prometteur, et qui a été racheté pour 90 millions de livres par James Dyson, et qui était la technique fondamentale qu'on voulait utiliser sur le véhicule Dyson N526. Donc si on relit l'histoire différemment, peut-être que c'est un très bon investissement. Et peut-être que ces 500 millions, il fallait passer par là pour pouvoir y arriver. Donc c'est la réécriture et la relecture de la façon d'innover que je mets là en question. Hein. Donc le premier P, c'est le passé, hein, travailler sur le passé, comprendre le passé. Le deuxième, c'est les people, les personnes. Alors comment on fonctionne avec les personnes? Il faut faire confiance à l'intelligence collective. Et donc l'intelligence collective, elle est, là on la voit à travers ce truc d'IBM, on la voit à travers. Ouais, je parle d'accord. Bref, moi je crois beaucoup à l'intelligence collective et effectivement, the wisdom of crowd, la sagesse des foules, ça existe que sous condition, et cette condition, c'est de croire aux gens et croire à l'intelligence collective. Donc voilà un deuxième bouquin que je vous cite, qui est un bouquin formidable.
et qui explique la nouvelle manière de faire l'innovation. On n'a qu'à dire ça comme ça. La nouvelle manière de faire l'innovation, c'est d'arrêter de trouver des visionnaires solitaires qui pensent que ils vont avoir toutes les idées pour tout le monde, et au contraire créer un espace où chaque tranche de génie pour chaque personne puisse s'exprimer et se transformer en un système de génie collectif. Pour obtenir ça, ça nécessite une nouvelle façon de faire du leadership qui est assez, qui est plus humble, entre guillemets. On pense notamment dans ce livre, on parle beaucoup de Pixar et au patron de Pixar, qui s'appelle Ed Catmull. Ed Catmull, personne n'en a entendu parler, c'est probablement un des plus grands génies, entre guillemets, du leadership, de l'innovation. On n'en entend jamais parler, mais c'est parce qu'il laisse la place à ses équipes et qu'il les fait travailler entre elles pour qu'elles soient capables de faire ce génie collectif. Donc là, voilà, donc ça c'est catalan, vous savez, ils font des tours, ils arrivent à faire 10 hauteurs de 4 personnes. Mais donc oui, c'est un travail collectif, c'est une capacité à se dire collectivement comment on peut s'en sortir. Là, vous voyez le frelon et la petite abeille, il y a une solution, et cette solution, elle s'appelle le thermobowling. Donc le thermobowling, c'est à un moment donné, les petites abeilles, elles ne sont pas contentes du tout quand la petite abeille se fait choper par le frelon. Elle lui saute dessus, elle se frotte dessus jusqu'à faire monter sa température à 48 degrés, sachant que c'est une température létale pour le frelon, donc elle le tue en se frottant contre lui. Puisqu'elles ne peuvent pas le piquer, il y a une chitine qui est extrêmement épaisse sur le frelon. Par contre, elles peuvent se frotter dessus jusqu'à ce qu'il monte en température, à une température qu'elles peuvent supporter et que lui ne peut pas supporter. Il fallait trouver. Les abeilles asiatiques l'utilisent depuis très longtemps, le thermobowling. Et on me dit, j'ai des copains apiculteurs qui me disent que les Françaises, entre guillemets, sont en train de comprendre le truc. Et là, qui disent non, les Français ne savent pas le faire du tout. C'est pas vrai. Moi, j'ai plusieurs apiculteurs qui m'ont dit qu'ils ont vu des abeilles capables d'effectuer le thermobowling. Donc, je vous renvoie à vos propres sociétés. Qu'est-ce que c'est le thermobowling pour vous, entre guillemets? Donc, le troisième P, donc on a dit, c'est le mieux connaître le passé, mieux connaître les gens et la capacité de travailler en intelligence collective. Et la suivante, évidemment, c'est le procédé. C'est-à-dire, oui, on peut innover contre son gré à partir du moment où il y a quelqu'un qui vous décrit clairement ce qui va se passer. Étape par étape, de façon claire, de façon méthodique, en disant, voilà, Jérôme et Lucien, vous prenez sur la droite et je vous donne 3 mois pour faire tel truc et que les choses soient très clairement posées. Donc ici, là, vous avez une slide un peu complexe, mais qui est une timeline, justement, c'est-à-dire que là, qui reprend en gros la plupart des systèmes de management de l'innovation. Ma spécialité, moi, c'est le design thinking que vous avez juste au centre avec David Kelly. Mais bon, vous voyez complètement à gauche, vous avez Thomas Edison avec la R&D. J'ai la chance de beaucoup travailler pour Michelin, et en particulier pour la partie R&D de Michelin un peu partout dans le monde. La technique du laboratoire de R&D, elle n'est pas cuite. Il y a encore beaucoup de choses qui se font avec un gros travail, avec beaucoup de mémoire. Vous voyez, donc il y a des choses qui sont diverses et variées là. Mais il faut choisir son camp, entre guillemets, en termes de procédés. Donc, en termes de procédés, choisissez ce que vous voulez, faites de l'open innovation, travaillez avec Kickstarter, ça c'est plus récent et c'est plus intéressant. Faites de la psyché-théorie, trouvez des trucs agiles, prenez ce que vous voulez. Et mon métier à moi, c'est de mixer un petit peu ça ou de choisir pour certaines phases de management de l'innovation, d'utiliser une technique plutôt qu'une autre. Mais globalement, moi, mon truc, c'est le design thinking. Je voudrais faire un petit zoom sur la prospective. Et là, ce zoom, je vais le faire avec un petit coucou à René Rohrbeck, qui est donc qui dirige la chaire d'innovation de l'EDEC que j'ai contribué à fonder et qui travaille en particulier sur cette capacité à travailler en utilisant la prospective. Donc, dans la prospective, je vous invite à aller voir cette magnifique conférence qu'il a faite. Donc, vous avez tous les éléments là, si vous voulez aller la voir après. Mais globalement, ça raconte, sans rentrer dans les détails, en particulier l'utilisation de logique de scénario. Et cette logique de scénario, vous voyez, si je zoome dessus, on fait des stratégies, mais on est capable d'émerger à travers des hypothèses de scénario, de scénarisation. Moi, je vous invite évidemment, si vous voulez innover dans des circonstances difficiles, il faut être capable de monter des scénarios, puisqu'on n'a pas beaucoup d'éléments, on n'est absolument pas certain de ce qui va se passer. Alors, on pose des scénarios, et ce scénario, là, je cite Yves Citon, qui est un professeur-chercheur que j'aime beaucoup, qui dit le récit pré-scénarise les comportements. Et donc, si vous avez imaginé 4 scénarios avec vos équipes et que pour septembre et pour octobre, et
et que vous dites, bah, si c'est plutôt le scénario 2, on avait décidé en temps de paix que notre réaction, ce serait de faire, d'avoir tel type de comportement, bah, c'est comme ça qu'on innove de façon, disons, beaucoup plus efficace et de façon beaucoup plus pointue. Donc, le passé, le peuple ou les people, les process et une sorte de multiplication de l'un par l'autre qui fait que c'est P à la puissance 3 et qui fait que si vous connaissez très très mal votre passé, ça va être compliqué de faire innover vos équipes contre leur gré. Hein. Si vous n'êtes pas capable de leur montrer que vous croyez profondément en la puissance de leur innovation collective, ça va être pas terrible. Et puis, si vous pensez mettre en marche l'intelligence collective sans process, courage. Voilà. Donc, Maëlys, est-ce que tu veux poser des questions comme maintenant ou j'atterris, je fais ma conclusion? Écoute, je vais en poser quelques-unes. J'ai une question Ok. sur le passé dont tu as parlé. Qu'est-ce qu'il faut Ouais. mettre en œuvre? Tu m'entends, pardon? Oui. Oui, je Que t'entends. faut-il mettre en œuvre pour favoriser la transmission? Comment ne pas oublier nos succès comme nos échecs? En fait, c'est le comment du se souvenir de son passé. Ah ah, grande question, grande question. Comment on arrive à bien capturer, entre guillemets, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut écrire une histoire commune et tomber d'accord sur une histoire, entre guillemets. J'allais dire comme quand vous allez voir votre psy, il essaye de vous trouver une bonne narration de votre histoire personnelle. Cette question de la narration, elle est très importante, elle est même clé. Et donc, elle doit être pensée collectivement à travers, en particulier à travers des post-mortem. Petit jargon de consultant, mais le post-mortem, c'est on a fait la mission, c'est terminé, mais on se retourne et on passe une journée à se dire, bon alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le post-mortem, on le fait toujours en particulier quand il y a un échec pour essayer de comprendre pourquoi. Et c'est de se dire, bah, ok, il y a eu effectivement un échec, mais on a appris. Alors, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on ne refera pas? Et en quoi ça nous amène vers un moment où on va aller vers le succès. J'aime bien cette approche de reconversion, entre guillemets, où on pointe pas du doigt les gens dans les échecs, mais on partage ce qu'on a appris et on n'est pas dans une logique de donner des médailles, entre guillemets. Le petit truc aussi qui pourrait être utile, c'est les règles mémotechniques, c'est-à-dire de partager et trouver des astuces. Chez Michelin, ils en ont plein. Moi, j'ai contribué à en créer une de petites mémoires. Donc, je vais vous la livrer. C'est pas de nouvelles, pas de nouvelles. Donc, la blague, c'est avec Michelin aux États-Unis à Greenville qu'on l'a inventé. C'est parce que, effectivement, tout le monde dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et que on s'est aperçu en étudiant justement sur les cas critiques et les cas où il y a eu des soucis, que la plupart du temps, c'était parce que on avait considéré que on n'entendait pas parler de la Chine et donc il n'y avait pas de nouvelles, donc c'était une bonne nouvelle. Bah non, là le principe c'était de dire s'il n'y a pas de nouvelles, eh ben il faut peut-être y aller en étant relativement neutre, c'est-à-dire en ne surréagissant pas. Le problème de la crise, il est quand même fondamentalement une question d'équilibre entre la surréaction et la sous-réaction. La sous-réaction, c'est on s'en fout, on porte pas de masque et tout le monde attrape le coronavirus, pourquoi pas? Et puis voilà, c'est ce qu'ont fait les Anglais avec Boris, euh, qui, qui a subi évidemment une sorte de retour de malédiction naturelle et qu'il a bien mérité. Ou l'autre, qui est quand même pas terrible non plus, hein, qui est une sorte de terrorisme technocratique, qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec des gens qui décident que telle usine de Fremont, par exemple, doit être fermée. Je travaille pas mal avec Tesla depuis des années, notamment grâce à Michelin. Et Elon Musk a menacé effectivement, vous vous souvenez, Elon Musk, donc le patron de Tesla et de SpaceX, a menacé de quitter la Californie et de quitter cette usine de Fremont que peut-être pour certains qui sont là, on va la visiter chaque année lors de notre voyage d'études là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a fait une étude, Elon Musk, il s'est aperçu que la personne qui décidait, c'était un type qui était quelque part en quarantaine dans sa propriété de Sacramento, et que c'était le technocrate, entre guillemets, qui donnait la vie ou la possibilité d'ouverture ou de la fermeture de son usine. Il était associé à un virologue et à deux, il décidait de l'avenir et donc lui trouvait que c'était pas démocratique, que c'était pas intelligent, et ce que je comprends quand même, ce que je comprends très bien. Donc voilà, favoriser la transmission, c'est d'être capable d'écrire des histoires communes, alors qu'on n'a jamais le temps, alors que c'est pas évident, mais être capable de se retourner sur ce qu'on a vécu et d'en tirer la même chose qui soit en ligne avec les valeurs et l'envie et la raison d'être de l'entreprise.
Merci Pierre. Je vais garder encore 2 questions et te laisser, je sais que tu as encore quelques minutes à passer avec nous Ouais, sur ta conclusion. Donc, ouais, je prends le temps de 2 questions. La première, les budgets sont en berne. Est-ce qu'on peut continuer à bien innover avec des ressources limitées? alors là, on va faire court, oui. Moi, pour moi, dans la République de Platon, il y a la nécessité et la mère de l'invention. La nécessité et la mère de l'invention, ce qui est un peu une réponse à la question précédente. Euh, en fait, c'est pas mal de sortir d'une situation d'amélioration. Quand ça va bien, on a tendance à vous dire ouais, mais est-ce que tu peux pas faire la même chose avec moins 10%, baisser les primes, essayer de faire plus avec moins. Je prends par exemple les programmations militaires. On n'a jamais eu autant de force d'intervention à l'extérieur sur la planète. Et leur budget baisse, donc il y a un espèce de truc complètement débile. Et là, on leur demande d'essayer d'arranger un peu le coup, etc. Moi, je pense que le budget en berne, à un moment donné, surtout quand on a des crises, quand le budget est divisé par 10, alors là, on a des nouvelles idées, en fait. J'ai un exemple à vous donner précis, ça se passe très récemment, et c'est une entreprise qui avait fait il y a 6 mois une étude pour pouvoir passer en télétravail, faire passer en télétravail 80% de ses employés. On lui avait demandé 500 K euros, on avait dit il faut 6 mois, il faut 500 K euros. En fait, ils ont mis 10 jours et ça a coûté 15 K euros quand ils ont été obligés de le faire là tout récemment, au début de. Donc quand on est obligé, on y va et c'est bien d'être obligé. Donc les budgets en berne, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est ils sont en berne, tentez des trucs et si vous trouvez des choses prometteuses, vous verrez bien, mais les budgets ils vont remonter brusquement. Si vous êtes capable de montrer des signes qui sont des signes prometteurs, ben, brusquement les lignes elles se rallongent et elles se multiplient. Donc se cacher derrière le budget en berne, j'aime pas trop en fait. Je préfère dire ok, on le fait avec un zéro en moins. C'est ce que Elon Musk a fait avec SpaceX. Vous vous souvenez que SpaceX a évidemment recruté énormément des gens de la NASA quand vous vous lancez dans ce genre de trucs. Les anciens, ils viennent pas, ils peuvent pas venir d'ailleurs. Et donc Elon Musk avait coutume de dire aux gens de SpaceX combien ça coûterait si c'était la NASA qui devait le faire. Et donc, si on lui disait 10 millions, lui, il enlevait un zéro à chaque fois en disant, bah nous, on le fait avec 1 million. Et il proposait un budget divisé par 10. Donc, proposer un budget divisé par 10, bah, ça modifie vraiment la façon dont on a d'accéder au problème. Et donc, soit les gens démissionnent, soit ils trouvent le challenge un peu amusant. Et là, c'est quand même aussi un point important. Les innovateurs, il faut aller chercher des gens que ça amuse l'adrénaline et que ça amuse aussi le changement et les niveaux de complexité. Voilà. Alors, je vais rebondir justement sur faut trouver la personne que ça amuse. J'ai une personne qui a posé 2 questions qui se rapprochent un peu. L'innovation est d'autant plus vue comme un bonus ces temps-ci, après l'opérationnel et le structurant. Comment toucher le bon niveau de décision? Comme un bonus, c'est-à-dire comme un truc inutile qu'on n'a pas. Et en fait, de ce que je comprends, tu sais, cette même personne avait posé une question que j'allais poser, qui est comment on fait en fait entre le retour au business as usual par rapport au nouveau monde et nouveaux modèles, c'est-à-dire comment on arrive finalement à faire ressortir l'innovation au-delà de l'opérationnel et des choses qui sont considérées comme la structure de l'entreprise. Il y a les choses, comment on sort du business as usual et qu'on arrive à faire émerger l'innovation et qui il faut toucher en matière de décision. Bah oui, qui il faut toucher? Il faut toucher le plus près du sommet possible. C'est bien. Ça vous permettra d'éviter de le vendre 3 fois en fait. Moi j'aime bien les commanditaires, j'aime bien les sponsors qui sont puissants et qui sont professionnels, c'est-à-dire qui font pas semblant d'innover à votre place, mais qui vous donnent simplement des feux verts et puis qui vous donnent des temps. C'est là qu'il faut être professionnel. Donc, être professionnel en innovation, c'est de dire, ah bah, je te donne 5 personnes, 6 mois et 30 K euros. Et puis, tu reviens voir si tu dépasses. Ça, c'est une position de leadership. C'est une position de confiance, c'est une position de délégation, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, se mettre dans cette posture-là, c'est super important. Et comme je l'ai dit précédemment, pour moi, la crise, c'est pratique. Hein. La crise, bizarrement, il y a quand même un effet, il y a un effet sur est-ce que je peux acheter un extincteur? S'il y a le feu, la question de est-ce que je peux acheter un extincteur ne se pose plus. Vous l'achetez, l'extincteur, vous le prenez. Est-ce que je peux dégoupiller l'extincteur? Ah non, il faut prendre le truc avec les 3 signatures, etc. Bah oui, s'il y a le feu, vous le prenez, l'extincteur. Donc, ça permet quand même des courts-circuits. Ça permet aussi des irrégularités, des insurrections.
bénéfique, entre guillemets, et ça permet donc de péter le statu quo en ayant des feux verts qui sont extrêmement provisoires. Donc profitez-en, c'est le moment, à mon avis, au contraire, de proposer de l'innovation radicale, parce qu'il n'est pas sûr qu'on vous dise non, en fait. Ok, donc la personne dit les décideurs ne voient pas l'INO comme extincteur, mais comme bonus. Et ouais, d'accord. Disons que c'est les deux, ouais. Je vais te laisser conclure 2 minutes et… Super. J'ai encore 2 minutes, ça. Oui, allez, 3 minutes pour conclure et après J'ai 3 minutes, c'est Noël. Merci Maïlise, j'ai 3 minutes. On est compté 3 fois 30 secondes, c'est trop la fête. Alors, donc pour conclure, je vais faire un détour. Je vais faire un détour à travers la cavalerie et l'équitation. Bon, ça paraît un peu loin, mais je pense que c'est pas mal. Dans des temps, si on veut faire innover ou si on veut innover contre son gré, il y a des choses à respecter, mais il y a aussi, et il y a des choses à contourner, des choses qui sont compliquées, mais il y a aussi effectivement, si on s'y prend bien, des formes d'opportunité. Cette opportunité, elle est possible si vous respectez 3 termes, qui sont les 3 termes que classiquement on donne pour être un bon cavalier. Il faut avoir beaucoup d'équilibre. Donc là, l'équilibre, il est simple, hein, c'est juste pas surréagir, pas sous-réagir. Vous ne devenez pas Khmer blanc si vous êtes virologue, en disant ah mais il a touché avec sa main, il n'a pas touché son nez. Alors, un coup de taser à celui qui touche avec sa main son nez, c'est normal puisqu'il a touché son visage, il aura un coup de taser. Non, ça c'est pas possible. Donc comment on surréagit? C'est quoi l'équilibre, le truc proportionné? Bah c'est ce que le gouvernement essaie de faire en France et tous les gouvernements du monde essayent de faire depuis la crise, mais cette question d'équilibre, elle est importante. La deuxième question, c'est la question de la légèreté. Tu nous remets ce slide? Ouais, et je vous remets une slide. Donc là c'est bien, tu l'as? Oui. Ouais. C'est la légèreté. Et puis donc là où je voulais en venir, c'est l'impulsion, c'est la question de l'impulsion. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est en état de crise ou quand on est contre son gré, etc., ça crée des réactions, mais ça crée de l'énergie et ça crée des impulsions. Donc en fait, la bonne image, ça serait peut-être le cavalier voltigeur qui est inventé par Napoléon Ier et qui est devenu un système de régiment. Alors c'était plutôt les petits bonshommes, on mettait des petits extrêmement toniques, surentraînés, et on court-circuitait le système qui est un petit peu, pour revenir à la question qui était posée, oui, vous êtes dans des systèmes où il y a des systèmes d'infanterie lourde, entre guillemets, oui, quand on travaille pour une grande entreprise, c'est une infanterie lourde. Donc, il faut réinventer les voltigeurs, entre guillemets. Là, vous avez un petit voltigeur, mais les voltigeurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais on dit voltigeurs parce qu'ils montaient à l'arrière des chevaux. C'est-à-dire que les mecs de la cavalerie prenaient ces petits bonshommes qui étaient surarmés, hypertoniques et bondissants, et ils les plaçaient à divers endroits dans la bataille. Il y a plusieurs batailles qui sont liées aux voltigeurs. Donc, il faut une posture de voltigeur, c'est-à-dire une posture où vous allez apprendre à vos équipes à explorer alors qu'elles sont en exploitation, et surtout, vous allez les aider à faire passer de imaginer à agir. Et je vais atterrir là-dessus. La question, c'est comment on passe d'imaginer à agir, sachant que moi, je bosse beaucoup aux États-Unis où ils sont à mort dans l'action. Mais à mort dans l'action, ça tue un peu l'imagination aussi. Non, il faut imaginer, il faut trouver des hypothèses, être capable de les déployer, explorer, tâtonner, et puis passer à cette question de l'action. Et pour terminer, je dirais que en fait, quand on dit innover contre son gré, c'est compliqué. Innover même quand c'est la fête, c'est pas si évident. Et je l'atterrirai par une citation de Christensen et du grand bouquin qu'il a écrit qui s'appelle L'Innovateur Dilemma, le dilemme de l'innovateur. Quand ça va bien, que vous êtes riche, que tout marche, que les caisses sont pleines, que tout le monde a sa prime, moi je peux vous le dire, c'est vachement compliqué d'innover aussi. Donc j'atterrirai par ça, innover bon gré ou mal gré. De toute façon, c'est toujours très compliqué.